Bonjour, le plateau et moi sommes virtuels, mais les informations sont réelles. Je suis presque l'inverse des médias de masse. Je représente Be Free Mind sur X. Vous verrez le docteur Fauci au Sénat américain. Les faits cités sont étayés par des écrits. Rien n'est inventé. Malgré les fausses accusations d'acharnement, des emails l'impliquent dans des projets de gain de fonction. Ceux ayant suivi son narratif Covid cherchent encore à le protéger. J'ai traduit en français et vous mettrez la source originale dans mon post. Place à la vidéo. 1 million d'Américains sont morts du COVID-19. Certains estiment que jusqu'à 15 millions de personnes sont mortes dans le monde. Publiquement, Anthony Fauci a promu la théorie selon laquelle le virus est apparu naturellement, alors qu'en privé, il était parfaitement conscient d'une montagne de preuves suggérant que le virus provenait d'un laboratoire. Le peuple américain a droit à des réponses. Le peuple américain a le droit de savoir pourquoi des recherches dangereuses ont été financées par le NIAID et un régime totalitaire. Sénateur Peters. Merci, Monsieur le Président. La pandémie de COVID-19 n'est pas la première ni la dernière crise de santé publique à frapper notre pays. En décembre 2022, j'ai publié un rapport qui identifiait des défaillances majeures dans la préparation de notre gouvernement fédéral et sa réponse initiale face au COVID-19. Ce rapport contenait 17 conclusions clés. C'est un très gros rapport que j'ai juste ici. Il contenait 17 conclusions clés et les recommandations correspondantes, notamment la nécessité d'investir dans des capacités de production nationale durables pour les fournitures médicales critiques, de construire l'infrastructure nécessaire pour augmenter rapidement la capacité de dépistage des maladies infectieuses et de financer massivement la préparation et la réponse aux urgences de santé publique à tous les niveaux de l'État. Malheureusement, plusieurs administrations, y compris l'actuelle administration Trump, n'ont pas réussi à financer ou à réformer notre préparation sanitaire. C'est une chose sur laquelle j'espère que le comité enquêtera à l'avenir. Il faut vraiment s'y pencher. On a aussi l'impression qu'une nouvelle menace pour la santé publique nous tombe dessus chaque mois. Il y a un parasite d'origine alimentaire qui touche des milliers de personnes dans le Michigan et dans tout le pays, et nos agences fédérales n'ont toujours pas réussi à identifier précisément la source de cette épidémie. Les cas de rougeole dans ce pays sont au plus haut depuis 35 ans. De plus en plus d'enfants tombent malades et sont même hospitalisés à cause de cette maladie évitable. Plus de 1000 personnes sont mortes du virus Ebola en Afrique et nous ne savons pas à quel point cette crise est réellement étendue. On a une alerte au hantavirus sur un bateau de croisière et même si cela n'a pas fait la une des journaux comme la Lucilie bouchère qui menace notre sécurité alimentaire, je reste inquiet concernant la grippe aviaire qui se propage également et pourrait un jour provoquer une pandémie. C'est aussi quelque chose sur lequel ce comité devrait enquêter et tenir des auditions. Depuis janvier 2025, l'administration Trump a pris un certain nombre de mesures pour affaiblir considérablement notre capacité à lutter contre les maladies infectieuses et les menaces biologiques qui mettent en danger les Américains. Ces actions sont à la fois incompréhensibles et également inexcusables. Elles comprennent la réduction drastique des budgets de la santé publique et de la recherche sur les maladies infectieuses, l'annulation de contrats pour des technologies vaccinales de pointe, la fermeture d'agences chargées de lutter contre les maladies infectieuses dans le monde entier, le licenciement de milliers d'employés fédéraux chargés de veiller sur nos communautés, nos médicaments et notre chaîne alimentaire, et l'introduction de nominations politiques dans ce qui devrait être des fonctions non politiques d'attribution de subventions. C'est une chose sur laquelle ce comité devrait se pencher. Je pourrais continuer sur tous les sujets que nous devons examiner à l'avenir pour protéger ce pays. Nous ne faisons pas cela dans ce comité. C'est pourtant ce pourquoi ce comité a été conçu. C'est ce qu'il a fait tout au long de son histoire. Il l'a fait de manière bipartisane. Nous devrions y revenir et penser à l'avenir de ce pays et à sa sécurité. Lorsqu'une crise comme le COVID-19 frappe, nous avons l'obligation d'examiner ce qui a fonctionné et ce qui a échoué afin de rendre des comptes au peuple américain. Le Congrès l'a certainement fait. Entre la Chambre et le Sénat, près de 20 comités différents, y compris ce comité, comme je l'ai mentionné, ont supervisé la pandémie de COVID-19, mené des entretiens transcrits, tenu des dizaines d'auditions et publié plus de 10 rapports. L'exercice d'aujourd'hui, malheureusement, s'écarte radicalement de ces efforts légitimes et largement bipartisans. Le président a exclu la minorité d'une participation équitable à ces efforts, a dissimulé des informations, a publié des documents de manière sélective, des actions qui sapent complètement
la crédibilité de cette enquête. Je vais verser au dossier, sans objection, Monsieur le Président, une lettre que je vous ai envoyée et qui détaille tous ces points qui nous préoccupent et où nous avons été exclus. Nous fournirons également d'autres détails. Objection. Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Le point suivant que je veux aborder, c'est au cours de ce même mois de mars 2021, un employé du NIH, le docteur Nath, a dirigé une équipe de chercheurs qui diagnostiquaient et traitaient des personnes qui n'avaient jamais eu le Covid, mais qui avaient été gravement blessées par les injections de thérapie génique. Le docteur Nath a dit à ces personnes, gardez le silence. Vous savez, nous voulons nous assurer que nous rassemblons toutes les informations et les transmettons ensuite aux médecins pour qu'ils puissent traiter les personnes comme vous. Il y a eu un effort concerté et je vais verser cela au dossier. Il semble qu'au sein du NIH, on ait cherché à étouffer la publication de cette étude par le docteur Nath. Vous savez, elle a finalement été mise sur un serveur de prépublication sans en parler à personne. Je crois vers mai 2022. Ce qui est remarquable ici, c'est que le docteur Nath a dit aux participants blessés qu'un traitement précoce, une intervention précoce était cruciale pour qu'ils soient soignés. Et pourtant, au sein du NIH, il se demandait ce que faisait le docteur Nath. Il ne voulait pas publier ça parce que je ne veux pas perdre de temps à chercher, parce que le publier créerait une hésitation vaccinale. C'est ce que nous continuons d'entendre encore et encore. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas promu, ils ont menti sur les signaux de sécurité qu'ils voyaient. Tout au long de la pandémie, j'ai toujours poussé pour le traitement précoce. Vous savez, on a des éléments là-dedans où, vous savez, vous étiez vraiment inquiet au sujet du remdesivir parce qu'il n'était pas testé, mais l'hydroxychloroquine, oui, c'était un médicament approuvé. Vous savez, peut-être quelques problèmes de sécurité, mais on avait une grande expérience avec. Tout d'un coup, il y a eu l'étude Surgisphere. Elle a été retirée en 2 semaines parce qu'elle était complètement fausse. Ça a totalement ruiné l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Et puis, quand on en vient à l'ivermectine, pour laquelle d'ailleurs, parce que j'ai été contacté par tellement de gens, je les ai orientés vers des médecins qui avaient le courage et la capacité de traiter les personnes blessées par les vaccins. Ça marche. Mais j'allais vous demander si vous étiez impliqué dans l'attaque de la FDA contre l'ivermectine. Vous avez eu une interview sur CNN le 29 août de 2021, où encore une fois, je ne veux pas prendre le temps de retrouver la citation exacte, mais vous avez dit qu'il n'y avait aucune preuve, qu'il n'y a aucune preuve que l'ivermectine soit utile. Ce jour-là, précisément, et j'ai les études juste ici, il y avait un site web qui suivait les études contrôlées randomisées. Elles sont là, les voilà, montrant une efficacité de 60-70% de l'ivermectine. Le jour même où vous dites qu'il n'y a pas de preuves, il y avait toutes sortes de preuves. Des proches ont dû aller dans des hôpitaux, ont dû poursuivre des hôpitaux juste pour dire « Est-ce que vous pourriez essayer ?» Donc je voudrais savoir, vous savez, dans quelle mesure vous avez été impliqué dans le sabotage de l'hydroxychloroquine, de l'ivermectine, et est-ce que vous avez fait ça parce que vous saviez que la seule façon d'obtenir une autorisation d'utilisation d'urgence pour ces médicaments, ces thérapies géniques expérimentales, c'était s'il n'y avait pas de traitement efficace. Vous ne pouviez pas obtenir l'autorisation d'urgence d'utilisation. Alors est-ce que c'est pour ça que vous avez aidé à saboter ces médicaments génériques bon marché au profit du remdesivir, que d'ailleurs les infirmières, est-ce que vous êtes au courant du fait que les infirmières l'appelaient « cours, la mort est proche » ? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Nous allons maintenant commencer un tour de questions. Dr Fauci, votre témoignage aujourd'hui est requis par une citation à comparaître légale. Comme vous le savez, c'est un crime en vertu de l'article 1001 du titre 18 du Code des États-Unis de faire sciemment une fausse déclaration matérielle au Congrès, passible d'une peine allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Sachant que vous êtes sous serment, le peuple américain aimerait comprendre votre
raisonnements, vos motivations pour avoir choisi de financer la recherche à Wuhan. Il y a eu, vous savez, des agences de renseignement, la CIA, le FBI, le ministère de l'Énergie, qui sont tous parvenus à la conclusion que, selon toute vraisemblance, le virus provenait du laboratoire de Wuhan. Et donc, nous aimerions savoir quelle était la motivation, quelle a été la discussion, comment, vous savez, qu'est-ce qui a motivé la décision de financer la recherche in Wuhan. Comment en êtes-vous arrivé à la conclusion qu'un pays totalitaire serait capable de faire cela dans un laboratoire P2, un laboratoire qui manquait de sécurité? Quel était le raisonnement et est-ce que vous regrettez en gros d'avoir pris cette décision? Est-ce que, vous savez, si c'était à refaire, vous vous diriez, eh bien mince, vu les circonstances actuelles, ce n'était peut-être pas une chose prudente? Pouvez-vous expliquer à la Commission pourquoi vous avez choisi de financer cette recherche dangereuse en Chine? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre, en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Permettez-moi de finir sur cette note parce que cela vient tout juste d'être mis au jour. Vous savez, nous avons 11 millions de pages de documents. Nous avons aussi d'autres personnes qui étaient dans la pièce. En fait, vous avez menti à votre propre journal intime. Le 27 mars 2020, vous avez écrit dans votre journal « À ma grande surprise, hier, le POTUS a envoyé une lettre au gouverneur décrivant un plan de réouverture comté par comté, tout en surveillant la propagation du virus dans les comtés à faible risque. C'était un projet mal ficelé et qui n'a jamais été présenté à Deb ou à moi avant d'être envoyé. » Donc nous avons la preuve qu'en fait, vous étiez pleinement au courant et que vous l'avez certainement approuvé, sinon rédigé. Alors je vous demande simplement, je veux dire, est-ce que c'est vrai, je veux dire, est-ce que vous avez littéralement menti à votre propre journal intime? Est-ce que vous étiez au courant de cette lettre envoyée au gouverneur concernant la réouverture comté par comté? Et encore une fois, Monsieur le Président, je vous demande de demander aux témoins de répondre simplement à cette question. Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Merci, Monsieur le Président. Sénatrice Hassan. Merci. Dr Fauci, je tiens à commencer par vous remercier pour plus de 50 ans de service envers ce pays au sein des instituts nationaux de la santé. Et il est regrettable que vous ayez été placé dans la position où vous vous trouvez aujourd'hui, et ce doit être extrêmement frustrant de savoir que cette audition est conçue pour vous piéger. Ce doit être très frustrant pour vos avocats d'entendre la présentation erronée par le président des questions juridiques et de la posture qui influence vos décisions à la table des témoins aujourd'hui. Pendant ce temps, j'allais vous poser une série de questions sur des sujets qui sont pertinents en ce moment pour la population des États-Unis concernant l'état de la santé publique dans ce pays. Depuis que le président Trump a pris ses fonctions en 2025, plus de 4500 cas de rougeole ont été signalés. C'est plus de cas en 1 an et demi depuis que Donald Trump est président que ce qui a été signalé de 2000 à 2024 combinés. Des enfants meurent parce qu'il y a eu une hésitation vaccinale accrue, alimentée par Robert F. Kennedy Jr., le secrétaire à la santé et aux services sociaux, et franchement par toute son administration. Des milliers de personnes aux États-Unis d'Amérique ont été rendues malades par un parasite d'origine alimentaire. Et l'épidémie est loin d'être sous contrôle. Alors que les effectifs de la FDA et d'autres entités cruciales de santé publique ont été sabrés par Russell Vought et Elon Musk. L'année dernière, les instituts nationaux de la santé ont accordé 201 subventions de moins par rapport aux années précédentes. 207, on me corrige. Par rapport aux années précédentes. Comme ces subventions ont été soit annulées, soit retardées, en particulier au début de l'administration Trump, je peux dire à mes collègues quel a été l'impact sur les habitants du New Hampshire, sur les scientifiques du New Hampshire, sur les essais cliniques dans le New Hampshire. Soyons très clairs. Le 5e amendement est un droit pour quiconque comparaît devant une autorité comme celle-ci. Il doit être respecté. Et
la raison pour laquelle le docteur Fauci l'a invoqué, selon les termes de son avocat, je cite, « Pendant et après la pandémie de Covid-19, le docteur Fauci a comparu au moins une douzaine de fois lors d'auditions parlementaires, rien qu'au Sénat, pour répondre à des questions sur les sujets mêmes sur lesquels vous prétendez chercher des informations. Il a été totalement transparent et cohérent en fournissant des informations factuelles au Congrès et il connaît parfaitement les processus et les protocoles de partage d'informations avec le pouvoir législatif. » Et puis, faisant référence au président de la Commission, cette croisade publique de plusieurs années contre le Dr Fauci montre clairement une chose. Il ne s'agit pas d'un effort sérieux pour obtenir des informations de la part du Dr Fauci lors d'un entretien transcrit à des fins législatives valides. Vous êtes focalisé de manière obsessionnelle sur le Dr Fauci, cherchant à le faire poursuivre pour des crimes imaginaires, et vous êtes tellement investi dans ce résultat que vous en avez fait une marque personnelle. Très humble. Ce sont les mots de son avocat, et il cite également les déclarations du président qui indiquent une intention claire que le résultat de cette procédure soit des poursuites. Je cite, « Le pouvoir de certains d'entre nous doit être utilisé pour le bien, comme mettre Fauci en prison. Cela date du 23 décembre 2025. Je veux lui donner une citation à comparaître et une cellule de prison. Également de décembre 2025. Le premier était en 2024. Dr Fauci, est-ce que la relation du Dr Morens avec Peter Daszak vous a préoccupé? Oui ou non? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Est-ce que Dave Morens a déjà apporté des documents chez vous? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Avez-vous déjà reçu un SMS concernant votre travail au NIAID sur votre téléphone portable personnel? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Est-ce qu'un SMS concernant votre travail au NIAID envoyé sur votre portable personnel a déjà été intégré aux archives fédérales? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Aviez-vous un compte email personnel pendant votre mandat de directeur? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Avez-vous déjà reçu des communications professionnelles de David Morens sur ce compte Gmail? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Avez-vous conservé des communications professionnelles de David Morens sur ce compte Gmail? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Est-ce que Dave Morens vous a déjà fourni des documents en dehors de ces deux canaux, ce qui violerait la politique du NIH sur l'accès à l'information? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Penchons-nous sur deux autres communications. Vous avez écrit à Dave Morens le 26 janvier 2020, je cite, « C'est important que je te parle ce soir, appelle-moi chez moi ». C'est la partie de la pièce numéro 2 que vous avez sous les yeux. Cet email a été envoyé le jour même, le jour exact où vous écrivez dans un document interne, je cite, « Maintenant, nous savons que le marché n'était pas la source, mais l'amplificateur ». Fin de citation. Est-ce que vous qualifieriez les origines du Covid-19 de questions de fond? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Avez-vous discuté des origines du Covid-19 avec Dave Morens lors de cet appel téléphonique? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Maintenant, regardons de plus près votre dernière déposition devant le Congrès. C'est une partie de ce que vous avez devant vous, c'est la pièce numéro 4 qui est versée au dossier. En juin 2024, vous avez déclaré au sujet du Dr Morens, je cite, « Il n'était pas mon conseiller sur la politique de l'Institut ou sur d'autres questions de fond.
De plus, son bureau est situé dans un bâtiment différent de celui du directeur du NIAID. Fin de citation. Est-ce toujours votre déposition aujourd'hui? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Donc aujourd'hui, sous serment, vous maintenez que le Dr Morens n'était pas votre conseiller sur la politique de l'Institut ou sur des questions de fond. Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. J'ai maintenant la pièce numéro 5 que vous avez sous les yeux. Le 24 octobre 2021, David Morens vous a envoyé un SMS pour vous informer et plaider en faveur de la subvention controversée d'EcoHealth Alliance. Vous le remerciez et lui dites que vous allez vérifier l'information. Êtes-vous d'accord pour dire que cela montre une relation de conseil entre David Morens et vous-même? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Êtes-vous d'accord pour dire que vous discutiez tous les deux d'une question de fond? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Si des preuves écrites établissent que le Dr Morens vous a conseillé concernant EcoHealth Alliance, les origines du Covid ou la politique de subvention, alors votre déposition de juin 2024 était inexacte, n'est-ce pas? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Existe-t-il aujourd'hui un document en votre possession qui contredirait votre précédente déposition devant le Congrès? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Avez-vous supprimé, détruit ou ordonné à quiconque de détruire des documents après avoir appris que le Congrès enquêtait sur ces questions? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Avez-vous connaissance de quelqu'un qui l'aurait fait? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Comme vous le savez, le Dr Morens fait maintenant face à des accusations liées à la destruction de documents pendant que vous prenez vos distances avec lui. Est-ce correct envers un ami de plusieurs décennies? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. À quand remonte la dernière fois que vous lui avez parlé? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Senator Kim. Merci, Dr Fauci, de vous présenter devant ce comité. Je sais que ce n'est pas ce que vous souhaiteriez, ce n'est pas ce que vous méritez. Je tiens simplement à commencer par vous dire merci pour vos services rendus à cette nation. Je ne savais pas grand-chose de vous avant la pandémie. J'ai appris à vous connaître comme beaucoup d'Américains, mais j'ai aussi eu l'occasion de discuter et d'échanger avec vous en tant que membre du sous-comité spécial sur la crise du coronavirus à la Chambre des représentants. Quand j'ai découvert votre parcours, 38 ans à la tête de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, nommé par le président Reagan, ayant servi sous 7 présidents, 4 républicains et 3 démocrates, j'admire cela profondément. J'ai moi-même eu la chance de servir au sein de la branche exécutive, de servir l'État sous un président républicain et sous un président démocrate. Et je pense que nous avons besoin de plus de cela, de plus de ce type d'engagement où nous concevons notre travail non pas sous l'angle de l'esprit partisan et de la politique, mais simplement du service public. Et en ce moment, je sens l'hyperpartisanerie grandir dans ce pays de manière dangereuse. Je la sens beaucoup plus présente ici au Congrès que lorsque je servais comme fonctionnaire de carrière non partisan au département d'État. And I worry about it. Je m'inquiète de la trajectoire sur laquelle nous nous trouvons en tant que pays et de ce que cela va provoquer pour l'avenir du service public et pour ceux qui sont prêts à s'engager pour notre nation. Et ce ne sont pas seulement les attaques, mais nous le voyons aussi se traduire par des coupes budgétaires, le licenciement d'agents fédéraux, la diabolisation de leurs motivations, des gens qui traitent nos fonctionnaires de criminels, pensant qu'ils sont là uniquement pour nuire aux autres qui essaient de s'impliquer. Je regarde ça en ce moment
Vous savez, ce n'est pas seulement que les gens sont... Vous vous souvenez de Greg Folkers? Qui c'était? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. C'était votre chef de cabinet. Est-ce que vous auriez oublié Patricia Conrad? Qui c'était? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. C'était votre assistante personnelle. Et que faisaient ces personnes au plus fort de la pandémie en novembre 2020, alors que des millions d'Américains souffraient du Covid? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Je vais vous le dire. Folkers était en train, pour votre compte, de solliciter et de rassembler des informations pour un prix en espèces. Regardons ça. On a son email juste ici, juste derrière moi. Folkers dit « Je travaille sur cette nomination pour le prix Dan David pour Fauci. On doit étoffer la partie COVID. Est-ce que tu as des textes tout prêts à partager qui décrivent comment on a répondu de manière inédite au COVID ?» Il envoie ça à plusieurs employés fédéraux. C'était quoi le prix Dan David? Vous vous en souvenez, docteur? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. C'était un prix en espèces de 900 000 $. Un prix en espèces de 900 000 $. Et il l'a eu parce qu'il a utilisé des employés fédéraux pour l'obtenir. Et ce n'était pas le seul prix. N'est-ce pas, Dr Fauci? En fait, vous avez postulé et reçu au moins 8 autres prix fédéraux en espèces sur votre temps de travail fédéral en utilisant des employés fédéraux et des ressources fédérales. Les voilà, juste derrière moi. En plus du prix Dan David, vous avez le Partnership for Public Service, vous avez le prix Adelson, vous avez le prix de la Smithsonian, vous avez le prix de la National Academy of Medicine, vous avez la fondation CDC. En fait, vous avez transformé votre personnel en une machine à postuler à plein temps. Vous avez carrément écrit à des gens pour leur demander « Vous pensez que je pourrais être éligible ?» Et vous avez touché de l'argent pour tout ça. Et il ne s'agissait pas d'un ou deux employés, n'est-ce pas? En fait, vous avez utilisé 8 employés fédéraux distincts sur leur temps de travail fédéral avec des ressources fédérales pour solliciter des prix en espèces. C'est vrai, non? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Ils sont là, juste derrière moi. Ils sont tous là. Les gens que vous avez utilisés, des employés fédéraux, pour que vous puissiez aller empocher du cash. Et le plus drôle, c'est que vous ne vous êtes pas contenté de les réquisitionner pour postuler à tous ces prix en espèces. Vous les avez ensuite envoyés auprès des agences d'éthique et des comités de surveillance pour exiger que vous puissiez toucher cet argent. C'est exact. On a ça dans vos emails. Votre personnel et vos employés, sur leur temps de travail fédéral, avec des ressources fédérales, payées avec l'argent des contribuables, sollicitent de l'argent pour vous. Et ensuite, ils se retournent vers l'agence pour dire « On ne veut pas juste une réponse, on veut obtenir un oui, parce que Fauci veut l'argent. Il le veut. On veut obtenir un oui, et le oui prend du temps. » C'est encore votre chef de cabinet qui utilise sa messagerie fédérale pour faire pression sur les responsables de l'éthique de l'agence pour que vous puissiez toucher de l'argent, pour que vous puissiez vous enrichir. Et ça violait la loi. N'est-ce pas, Dr Fauci? N'est-ce pas? Ça violait la loi, n'est-ce pas? C'est une question? C'est une question. Vous pouvez répondre. Allez-y. Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. La loi fédérale, comme vous le savez très bien, interdit de solliciter des prix en espèces ou d'autres avantages personnels pour des employés fédéraux. Et elle interdit certainement d'utiliser ses propres employés pour le faire. Le titre 5 du CFR, section 2635.205b, c'est écrit noir sur blanc. Vous ne pouvez pas utiliser de ressources fédérales, de fonds fédéraux, d'employés fédéraux, de bureaux fédéraux, de messagerie fédérale, de temps fédéral pour solliciter des prix en espèces. Et vous avez fait tout ça. Et le pire, c'est que des milliers de personnes mouraient pendant que vous le faisiez. Vous étiez censé être le médecin de la nation et vous jouiez ce rôle à la télé. Mais voilà ce que vous faisiez de votre temps. C'est vrai, non? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Ouais, je comprends pourquoi. Je comprends tout à fait pourquoi. Vous savez, ce que je n'arrive pas bien à m'expliquer, c'est pourquoi vous étiez si obsédé par ça alors que vous êtes déjà riche. Je veux dire, et votre combine a fonctionné. Votre patrimoine net dépasse aujourd'hui les 12 millions de dollars. Vous avez touché plus d'1 million de dollars de prix en espèces pendant le Covid, sur une période de 12 à 24 mois pendant le Covid. 1 million de dollars
empoché en cash en utilisant des ressources fédérales. Maintenant, vous valez plus de 12 millions de dollars. Vous avez une retraite qui, dès la première année, a rapporté plus de 400 000 dollars par an. 1 million de morts et vous vous enrichissez. 1 million de morts et vous utilisez des employés fédéraux pour obtenir des prix en espèces. 1 million de morts et vous invoquez le 5e amendement parce que vous ne voulez pas admettre que ce qui s'est réellement passé pendant tout ce temps, c'était une opération d'enrichissement personnel sur plusieurs mois, plusieurs années. C'est vrai, non, Dr. Fauci? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Quand le virus du COVID-19 est apparu à Wuhan, en Chine, vous, Dr. Fauci, avez su presque immédiatement que le NIH avait financé des laboratoires chinois, y compris ceux qui faisaient des recherches sur les coronavirus. Il y a des échanges d'emails datant de début janvier 2020 où votre équipe vous signalait que le NIH finançait la recherche sur les coronavirus au laboratoire de Wuhan via EcoHealth Alliance. Pourtant, peu d'Américains savaient que nous financions le laboratoire de Wuhan parce que le financement passait par une sous-subvention et n'était pas déclaré dans la base de données publiques comme USASPN-DNJPOV, comme cela aurait dû être le cas. De plus, EcoHealth a violé la loi fédérale en omettant de déclarer dans ses rapports de recherche la part de financement public consacrée à ces travaux. À ma demande, le Government Accountability Office a aidé à retracer ces 1,4 million de dollars du contribuable américain envoyé à l'Institut de virologie de Wuhan, à la fois par vous, Dr. Fauci, et par l'USAID. Mais c'est d'abord passé par EcoHealth Alliance que j'ai contribué à priver de fonds via la NDAA. Dr. Fauci, avez-vous intentionnellement utilisé des sous-subventions pour masquer le financement par le NIH de laboratoires de biologie chinois et de recherche sur les coronavirus? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Le NIAID a accordé des subventions de plusieurs millions de dollars à un certain nombre de scientifiques peu après qu'ils ont écrit publiquement dans l'article sur les origines proximales que le virus du COVID provenait probablement de la nature. Bien que des documents publiés par le président Paul la semaine dernière montrent qu'en privé, ces mêmes scientifiques étaient beaucoup plus ouverts à l'idée que le virus provienne d'un laboratoire. En 2023, le représentant Jordan a insinué que vous aviez en gros versé un pot de vin de 9 millions de dollars sous la forme d'une subvention du NIH à des virologues financés par le NIH pour qu'ils disent que le virus provenait probablement de la nature. Dr. Fauci, oui ou non, avez-vous récompensé les auteurs de l'article sur l'origine proximale en leur accordant des subventions ou des contrats du NIAID? C'est la grâce présidentielle dont vous avez tant entendu parler. Et Dr. Fauci, la seule autre personne à avoir obtenu une telle grâce, je crois, s'appelait Biden. Cette grâce remonte, comme vous pouvez le voir, au 1er janvier 2014. Avez-vous parlé au président Biden pour lui demander cette grâce? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. À qui avez-vous parlé à la Maison-Blanche au sujet de cette grâce? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Avez-vous spécifiquement demandé qu'elle soit antidatée au début de l'année 2014? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Avez-vous fait cela pour qu'on vous accorde l'immunité en remontant jusqu'au début de 2014? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Je suis juste très curieuse de savoir pourquoi cette date a été choisie. Est-ce que cela a un rapport avec le fait que 2014 était aussi l'année où le NIAID ou le NIH a commencé à financer la subvention d'EcoHealth Alliance pour l'étude des risques d'émergence des coronavirus de chauve-souris? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Sénateur Scott. Dr. Fauci, avez-vous personnellement reçu des redevances liées à la propriété intellectuelle concernant le COVID? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution.
Étant donné que le NIH reçoit des redevances de certaines compagnies pharmaceutiques, pourquoi les Américains croiraient-ils que ces liens financiers n'ont pas influencé les décisions sur les traitements qui ont été promus ou restreints? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Pourquoi le NIAID ne divulgue-t-il pas publiquement ses paiements? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Soyons clairs aujourd'hui sur ce que nous avons vu. Je voulais vraiment entendre le Dr Fauci. Je voulais entendre peut-être des excuses, peut-être un semblant de regret pour ce qui s'est passé ou d'admission que des erreurs de jugement ont été commises. Nous n'avons rien entendu de tout cela. Mais il a été assigné à comparaître ici pour témoigner et il a refusé de répondre aux questions, même après y avoir été invité par le président et informé de la loi qui l'y oblige. Il a invoqué un privilège qui n'est pas fondé en raison de sa grâce globale et parce qu'il a renoncé à ce privilège en témoignant au début. Je vais vous donner une dernière occasion de vous conformer à la loi. En vous limitant à la période de votre grâce, à un moment quelconque entre le 1er janvier 2014 et le 19 janvier 2025, avez-vous détruit un document fédéral ou dit à quelqu'un d'autre de le faire? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Étant donné que vous bénéficiez d'une grâce présidentielle illimitée, quelle est l'objection spécifique que vous formulez? Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Ma question se limitait uniquement à la période de votre grâce. Je considère que votre objection n'est pas fondée et je vous ordonne de répondre à la question. Sur le conseil de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en vertu de mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution. Parce que vous refusez de répondre en invoquant un privilège qui n'est pas fondé en raison de votre grâce, et après qu'on vous a ordonné de le faire, cette commission a programmé un vote la semaine prochaine sur une résolution certifiant votre outrage. Je pense que nous avons une ou deux autres questions du sénateur Langford. Monsieur le Président, c'est en fait une question pour vous et c'est une question pour essayer de comprendre comment obtenir une vraie réponse là-dessus. Parce que visiblement, les avocats du Dr Fauci disent qu'il a un droit au titre du 5e amendement. Nous l'avons aussi assigné à comparaître pour pouvoir contraindre son témoignage et faire en sorte qu'il soit là. Il se trouve que j'étais dans la commission quand on s'occupait aussi de Lois Lerner. Lois Lerner est venue témoigner, a fait une déclaration liminaire, puis a invoqué le 5e amendement. La commission l'a ensuite déclaré coupable d'outrage pour cela en disant « Vous ne pouvez pas faire les deux. Vous ne pouvez pas à la fois témoigner et dire « Je ne vais pas répondre aux questions ». Donc, la question de procédure qu'on doit pouvoir régler, c'est est-ce que c'est la même chose que pour Lois Lerner? Ce qu'elle a fait aussi quand elle est venue devant le Congrès, faire une déclaration liminaire, un témoignage, donc faire une déclaration, puis refuser de répondre aux questions. Est-ce qu'on fait face au même problème ici, où quelqu'un fait, on ne peut pas faire une déclaration et dire je ne ferai pas de déclaration en même temps? Je pense que c'est une très bonne question et je pense que c'est quelque chose qu'on va tous examiner la semaine prochaine. On va voter la semaine prochaine sur l'outrage. Je pense qu'il y a une autre question juridique que les tribunaux devront peut-être trancher, à savoir si une grâce présidentielle qui vous offre une immunité totale, si vous pouvez toujours prétendre avoir besoin de la protection de l'immunité alors que vous avez été protégé. Parce que le Dr Fauci n'est responsable de rien tant qu'il dit la vérité, même si il admet qu'il détruisait régulièrement des documents. Son assistante a dit qu'elle avait détruit une tonne d'emails. Je pense que c'était une habitude, je pense qu'il est responsable de rien. Tant qu'il dit la vérité, même s'il admet qu'il détruisait régulièrement des documents. Son assistante a dit qu'elle avait détruit une tonne d'emails. Je pense que c'était une habitude. Je pense qu'il a détruit tout au long de sa carrière là-bas probablement des milliers d'emails. Même s'il a fait ça, tant qu'il répondait honnêtement « oui, je l'ai fait, je ne pensais pas que c'était important, j'ai fait une erreur », on ne peut pas le poursuivre pour ça. Beaucoup de ces choses sont également prescrites. Tout ce qu'il avait à faire aujourd'hui, s'il voulait témoigner, c'était d'être honnête. Tant qu'il était honnête, même en admettant un délit. Mais je pense que la grâce lui a donné plus d'immunité que la plupart des gens n'en obtiendront jamais. Par exemple, si vous offrez l'immunité à un témoin en échange de son témoignage, il a une immunité totale. Le président lui a accordé une immunité totale pour pratiquement tout ce qu'il aurait pu faire, vous savez, au NIH. Donc, je pense qu'on doit tous individuellement répondre à cette question. On vous invite à nous aider à y voir plus clair, mais il y aura un vote, du moins pour l'instant. On prévoit un vote la semaine prochaine sur l'outrage. D'accord. Merci, monsieur.